Une création originale d'Allo Anaïs, avec pour invitée Anne-Marie Lessard et partenaire de l'émission ICF Québec. Bienvenue sur Allo Anaïs, le podcast qui met en lumière le coaching professionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Cette émission a été coécrite en partenariat avec ICF Québec pour que vous puissiez mieux apprécier ce qui est possible d'accomplir avec un coach certifié. Et pour l'occasion, je suis avec une coach Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Naïs. Comment ça va ? Ça va très bien, toi? Oui, merci d'être venue. Merci de t'être déplacée pour enregistrer cette émission aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que coach rapidement ? Oui, moi je suis ici du domaine des ressources humaines, donc j'ai un bac en relations industrielles. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis en gestion. J'étais plus dans le domaine de la consultation. Ça fait déjà 8 ans que j'ai démarré mon entreprise en consultation, qui a fait un virage. Donc moi, j'ai fait un virage. Donc j'ai transformé mon entreprise de l'essor humain vers plus du coaching de gestion parce que j'étais attirée vraiment par cette approche. D'accord, ok, excellent. Et puis, quand on se parlait aussi avant l'émission, tu me parlais de ta formation de coach. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Où est-ce que tu as appris à devenir coach professionnel? Oui, j'ai suivi une formation avec Agenda, le programme d'international Mosaïque. Donc, une formation pour devenir justement coach certifié avec plusieurs heures, près d'une centaine d'heures de formation. Puis ensuite de ça, on se lance dans un processus de certification. Donc, il faut accumuler des heures de coaching avec soit des heures rémunérées ou non rémunérées, plus d'une centaine d'heures. Puis ensuite, on fait un examen pour pouvoir devenir certifié. Oui. Donc, puis ensuite, on fait une demande aussi pour être de ICF Québec. Oui, bien sûr. Ouais, tout un parcours. Je connais bien aussi ce parcours-là parce que je fais la même formation dans une autre école à Montréal. Et c'est vrai que c'est un chemin avec plusieurs étapes, on va dire, à franchir. C'est une étape relais avec plusieurs choses à cocher avant de pouvoir obtenir la certification. Puis, ICF propose différents niveaux de certification. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus puis nous donner ton niveau de certification ? Oui, moi, je suis certifiée ACC. Il y a 3 types de certifications, donc ACC, PCC ou MCC. Mm-hmm. Donc, dépendamment le nombre d'heures de formation, le nombre d'heures aussi de pratique que tu as. Donc, tu peux faire des différentes demandes. Donc, par exemple, ACC, tu as une centaine d'heures de pratique. PCC, tu es rendu à 500 heures de pratique. Puis MCC, qui est comme la maîtrise du coaching. Donc, on est à 2500 heures de pratique, plus des formations aussi que tu dois suivre. Donc, ça peut prendre plusieurs années avant de devenir coach MCC. Oui, tout à fait. Même coach PCC ou coach ACC, ça demande même 100 heures de coaching, ça se fait pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup de ICF et ICF Québec, c'est justement le côté professionnel et l'expertise en fait que tu vas chercher en coachant. Et ça, je trouve ça hyper pertinent. J'aimerais que tu me rappelles un petit peu la définition du coaching professionnel, si tu veux bien te lancer là-dedans, parce que j'ai fait le tout premier épisode du podcast Allo Anaïs, j'expliquais ce qu'était le coaching, mais pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu l'opportunité de l'écouter, est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit rappel? Un rappel, je vais essayer de résumer le tout. Je te dirais que le coaching, c'est un moment privilégié qu'on a avec une personne pour nous aider justement la personne, elle nous pose des questions pour nous faire prendre conscience de différents automatismes qu'on peut avoir, de différentes actions qu'on a posées pour régler une situation. Donc, la différence avec un coach, par exemple, et un consultant ou un conseiller ou un mentor, bref, le coach, son objectif, c'est justement d'aider la personne en lui posant des questions à prendre sa propre solution, à trouver sa propre solution. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est comme de la co-responsabilité. Donc, la personne est responsable de ce qu'elle a décidé de faire. Versus quand on est plus dans le conseil, donc on cherche une expertise. Mm-hmm. Là, le coach, son expertise, c'est justement de poser les bonnes questions, être à l'écoute, être empathique dans la communication, puis de permettre au coaché de s'élever puis de prendre un recul sur la situation qu'il vit. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un beau résumé, merci. Puis j'ai aimé aussi le fait que tu as dit que c'était de la co-responsabilité. C'est vraiment un partenariat finalement, l'accompagnement qu'on peut faire avec les clients qu'on coach. Et la responsabilité revient à la personne qui se fait coacher.
C'est ce qui est génial dans le coaching. Moi, c'est pour ça que j'ai été attirée, parce qu'avant, j'étais consultante en ressources humaines. Donc, j'aidais les gens à développer des outils ou des pratiques, des bonnes pratiques de gestion de ressources humaines. Mais maintenant, c'est plus d'accompagner la personne vers où elle veut. Donc, par exemple, si elle a un problème avec un employé, ben avec les questions, on va creuser qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, au lieu de dire, ben moi, hier, j'ai fait étape 1, 2, 3, 4, donc applique cette étape-là. C'est parce qu'il faut prendre en considération énormément de choses qui peuvent, tu sais, la vie de la personne, ses croyances, ses valeurs, son expérience. Donc, moi, des fois, je me sentais un petit peu comment je vais faire pour donner la meilleure réponse à cette personne-là. Ouais. Si je la connais pas, je la connais pas suffisamment, donc il fallait que je connaisse vraiment quelqu'un pour lui donner un conseil. Tandis qu'en coaching, c'est juste que je me creuse la tête, c'est quelle sera la meilleure question à lui poser. Ouais, exact. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand tu es conseiller, ben, tu as un modèle, tu l'appliques. Et puis, tu sais, souvent, les consultants, parfois, ça arrive qu'ils développent un modèle pour l'entreprise, mais après, quand il suffit de l'intégrer, le conseiller s'en va, le consultant s'en va parce que ben, il n'y a plus de budget, ou tu sais, le mandat est terminé, et que la personne se retrouve avec le plan A, B, C, D à faire, mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a pas l'expertise, fait qu'il va essayer de faire l'étape A, B, puis après, ça donne ce que ça donne, alors que c'est vrai que le coaching, c'est très personnalisé, c'est vraiment en fonction du besoin, puis tu l'as bien dit, avec les croyances, etc. On enlève les barrières aussi, puis c'est vraiment personnalisé. Et c'est quelle est la bonne question, puis pour pouvoir poser la bonne question, ce qui est important, c'est d'être en présence aussi, de bien écouter, parce que combien de fois on voit, même quand on s'exprime avec nos amis ou quoi, on voit qu'ils ne nous écoutent pas. Ils tombent en mode solution. Ouais. En mode solution. Ouais. Effectivement. Donc, le coach, il prend vraiment une distance pour pas être en mode solution. Son objectif, c'est de poser une question pour permettre, parce qu'on a énormément d'automatismes, on a beaucoup de conscience qu'on fait des choses qu'on n'a pas conscience. Juste venir ici en voiture, ben on n'a pas conscience de tout ce qu'on a fait pour venir ici en voiture ou en métro, oui. comme les gens de l'équipe disaient. Donc, c'est juste de prendre un moment de recul pour prendre conscience des automatismes qui ont un impact dans notre quotidien. Donc, comment défaire les impacts négatifs. Oui, tout à fait. Mais j'aime le fait que tu dises les automatismes. Tu sais, on a le cerveau 1 et le cerveau 2. Cerveau 1 qui est hyper rapide. OK, la solution 2 plus 2, 4. On n'a pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Mais c'est vrai que le coaching, ben, on va au-delà de ça. Et on va dire, OK, mais qu'est-ce qui fait que tu as cet automatisme-là? Puis on creuse et on va découvrir, enfin on aide la personne à découvrir sa propre solution, fait que je trouve que c'est puissant. Puis c'est intéressant ce que tu as dit, les deux cerveaux, là, le cerveau logique, le cerveau plus émotionnel. Donc on parle beaucoup justement en coaching de la cohérence entre nos trois cerveaux, là, donc l'intellect, l'émotionnel et tout ce qui est au niveau de nos actions. Donc l'objectif, c'est que tout ça soit cohérent. Donc 1 plus 1 égale 2, donc on est dans la logique, mais OK, est-ce que, par exemple, une personne avec sa pensée, puis une autre personne avec sa pensée, ça peut faire une troisième pensée, donc 1 plus 1 va peut-être égaler 3. Ouais, tout à fait. Donc, c'est intéressant de voir vers où on veut s'en aller là-dedans, est-ce que ça fait du sens pour moi? Donc, on pose énormément de questions sur qu'est-ce que tu ressens là-dedans, est-ce que tu vas être bien avec telle décision que tu vas prendre, puis après ça, chaque coaching aussi, ce n'est pas axé que sur les émotions. On va avoir un objectif au départ, on va avoir des indicateurs de réussite. Il y a aussi des bouclages. OK, c'est quoi ton prochain petit pas que tu vas faire d'ici notre prochain coaching? Donc, ça aide beaucoup les gens à être responsables, de dire, OK, d'ici 2 semaines, je veux avoir, par exemple, aborder une conversation difficile avec un de mes employés. Donc, je me lance. Là, 2 semaines après, on a un autre suivi. Est-ce que tu l'as fait? Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage de le faire. OK, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Donc, ça l'amène la personne à passer à l'action plus rapidement, des choses qu'elle laisserait peut-être tomber. Oui, tout à fait. C'est vrai que le coaching apporte vraiment un cadre structurant pour la personne. Puis nous, comment on nous l'enseigne et comment ICF aussi s'assure que les coachs certifiés ont le même niveau de compétences et de connaissances, c'est parce qu'on utilise une approche systémique. Donc, c'est cette approche-là qui fait aussi que la personne se met dans l'action. Puis c'est sécurisant pour elle parce que OK, la semaine prochaine, je parle à ma coach, est-ce que je l'ai fait? Non, OK. Puis finalement, les gens développent des réflexes. Ah, mais qu'est-ce qui m'a bloqué? Ah oui, OK, OK, je me suis lancée. Puis après, ils arrivent aussi à la séance et puis je trouve que c'est cette approche-là qui fait les préparations avant la rencontre, l'objectif qui est déterminé
Et c'est vrai que finalement, de mettre un objectif avec un indicateur, un plan d'action, de dire où est-ce que tu en es rendu, quel est ton prochain pas, quelle est ta prochaine étape, ben finalement, ça met les gens en action. Et je crois que c'est ça qui fait aussi que le coaching a du succès auprès des gens qu'on accompagne, parce que c'est vraiment cette mise en action. Tu sais, tout le monde va atteindre des objectifs, là. Moi, je veux toucher mes pieds, tu sais. Je suis pas souple et je veux toucher mes pieds, c'est un objectif, voilà. Mais si je fais rien pour toucher mes pieds, il se passera rien. Et c'est un peu ça, tu sais, on a tous des fois des objectifs comme ça dans les nuages, qu'on fait jamais rien pour le faire. Puis le coaching, ok, tu veux toucher tes pieds, on va faire en sorte que ça va arriver, tu sais. Et que c'est ce que... J'aime ça comment tu le résumes. On parle beaucoup d'accompagnement, donc c'est comme se dire, OK, comment je peux aller plus vite à qu'est-ce que je veux atteindre en étant accompagnée et non en me faisant tirer. Pour ça qu'on parle de co-responsabilité. Ouais. Donc, on tire pas la personne en disant, viens vers moi. On est plutôt, on va marcher ensemble pendant un petit bout pour que tu puisses, je vais te supporter dans le fond, je vais te tenir la main. Puis, on veut énormément que les coachés deviennent plus responsables. Donc, ensuite, avec les questions qu'on leur a posées, comme tu l'as si bien dit, les gens, ils restent « Ah, c'est quoi qui me bloque? » Ils se posent eux-mêmes les questions. Quelles ressources je pourrais avoir pour atteindre cet objectif? Donc, ça développe des bons réflexes. Oui, c'est ça. Le but, c'est de l'autonomie après. Oui. Tu sais que le cycle de coaching, il y a un début, il y a une fin. Puis à la fin, on souhaite aussi que la personne puisse poursuivre son développement et aller gravir une autre montagne, atteindre un autre objectif, mais c'est ça, développer ces réflexes-là, c'est important. Oui, tout à fait. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu disais que tu étais consultante RH, puis après tu as changé ton entreprise pour du coaching. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pourquoi finalement tu t'es passée d'un mode consultant, conseiller à coaching? C'est vraiment la responsabilisation. J'avais l'impression que moi, j'étais pas en mesure... mon conseil, je le trouvais... je trouvais que j'étais limitée. Je trouvais que j'avais trop d'angle mort quand je donnais un conseil. Donc, avec les questions ouvertes, moi, ça m'a comme libérée parce que je pose une question, la personne trouve sa réponse. Donc, par exemple, il y a un conflit avec un employé, puis là, je vais lui demander, par exemple, quelle est la source du problème selon ta perception. Donc, elle va me le dire. Je dirais pas, selon moi, c'est ce problème-là. Ouais. Avec mon expérience, mais je connais pas les gens, je connais pas... puis on est toujours en perception, donc la personne a une perception du conflit avec, comme je disais tantôt, ses valeurs, ses croyances. Donc, je me disais, je suis limitée, tandis que là, quand la personne avec la question ouverte, elle dit, je crois que c'est ça, donc on va partir avec ta croyance. Donc, je vais te poser d'autres questions sur ta croyance, on va faire un autre pas en avant. Mais ça la responsabilise. Si des fois, les gens vont venir, ils vont me dire... Finalement, c'était pas ça du tout. J'ai remarqué que je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça du tout la cause du conflit. Donc, on refait un autre coaching, justement, sur une autre perception. Mais juste le fait qu'elle l'ait nommé, ça l'a aidé à prendre conscience. Ah, je pensais que c'était ça, la source du conflit. C'est pas ça du tout. Ouais. Parce que j'ai posé des questions. Ça l'apprend aussi au coacher à poser des questions ouvertes puis avoir une approche plus, on parle des leaders coach de plus en plus. Donc, d'avoir un style de leadership qui est beaucoup plus avec une approche de coaching, donc à poser des questions à leurs employés, par exemple, plutôt qu'à donner la direction. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un muscle à développer chez nos gestionnaires. Là, c'est pas... un muscle, effectivement! Oui, un muscle! Ouais, un muscle à développer. Ben, c'est vrai, souvent, les gestionnaires, ils sont en mode solution. Il y a un problème, il y a une solution, on avance, on n'a pas le temps, on a les budgets serrés. Et c'est vrai que la position de leader coach devient de plus en plus importante, en tout cas au Québec, je le remarque beaucoup. Puis d'ailleurs, en parlant de gestionnaire, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu quel est, toi, ton créneau, ta spécialité. Oui, moi, je me suis spécialisée plus avec des entrepreneurs ou des gestionnaires d'entreprises, de plus petites entreprises. On parle de peut-être 200 employés moins, mais je vais avoir du 20 employés, 10 employés. Donc, l'objectif, moi, c'est des aider justement à transformer leur culture organisationnelle vers une culture plus de collaboration. Donc, comment, donc en posant des questions ouvertes avec le propriétaire d'entreprise, donc comment qu'on peut amener justement une gestion plus collaborative. Donc, moi, je vais y avoir du coaching individuel avec le gestionnaire
Il peut y avoir du coaching avec ses gestionnaires à lui, par exemple, si c'est une équipe de direction. Puis on peut aussi donner du coaching d'équipe et du coaching de groupe. Donc, le coaching, c'est ça qui est intéressant. Coaching de gestion, coaching exécutif, coaching de groupe, coaching d'équipe. Donc, l'approche est toujours la même. L'objectif, c'est de responsabiliser les gens en les amenant à eux-mêmes prendre conscience de certaines limites, certaines croyances qu'ils peuvent avoir pour, soit individuel ou en groupe, atteindre un objectif. Oui, tout à fait. C'est intéressant que tu parles des différents types de coaching parce que c'est vrai que c'est pas juste du 1 à 1. Ça peut aussi s'élargir aux équipes. Puis j'ai d'ailleurs des petites questions pour toi par après. Je te les garde sous le coude. Mais si on revient au coaching individuel, quel est le plus grand défi que tu as remarqué chez tes clients? La responsabilisation, selon moi. Beaucoup de mes clients vont parler avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit énormément. Les gens vont me dire souvent qu'ils n'osent pas communication, responsabilité. Je dirais là, finalement les deux. Ils n'osent pas dire leurs insatisfactions envers leur équipe. Puis ils ont énormément d'insatisfaction. Les gens vont me dire les jeunes d'aujourd'hui sont pas imputables, ils se responsabilisent pas. Si je leur dis la moindre chose, j'entends souvent ça. Je leur dis quelque chose, ils vont s'en aller ailleurs parce que c'est le plan d'emploi. Donc, l'objectif du coaching à ces problématiques-là, c'est premièrement prendre conscience de qu'est-ce qui les limite à dire les vraies choses. Est-ce que c'est l'authenticité par rapport à eux? Est-ce que c'est la peur de perdre les gens? Si c'est la peur, est-ce que c'est une peur qui est réelle? Parfois oui, parfois non. Donc les rendre responsables, eux, puis les amener aussi à apprendre à communiquer de façon authentique, ça aussi, c'est un défi. Donc, quand on est dans l'authenticité, on va aussi beaucoup dans les émotions, dans qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Puis, apprendre à responsabiliser les autres, c'est aussi les apprendre à assumer les conséquences de leurs décisions. Donc, souvent, les entrepreneurs, c'est leur bébé, leur entreprise. Donc, ils vont dire « Ah, c'est pas grave, là, même s'il a fait telle erreur, par en arrière, je vais le réparer, puis personne ne va s'en rendre compte. » Sauf qu'on, sans le vouloir, des fois, on déresponsabilise les gens en faisant ça parce qu'ils n'assument pas, ils ne savent pas qu'ils ont fait une erreur. Donc, l'objectif, c'est, avec une bonne communication, d'apprendre à responsabiliser les gens. Voici, ça a eu telle conséquence, on a le droit à l'erreur chez nous, il n'y a pas de souci, mais la prochaine fois, qu'est-ce que tu ferais différemment? Donc, d'amener l'autre personne à prendre conscience, « Ah, je savais pas que ça avait tel impact. La prochaine fois, je vais mettre telle chose en place pour le faire. » Donc, on responsabilise la personne et on se responsabilise nous en disant les vraies affaires. Oui, clairement. Puis ça rend aussi plus périn l'organisation, en fait, de fonctionner comme ça. Effectivement. Puis quel autre avantage tu vois de manière concrète que tes clients, ils ont pu retirer du coaching? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là, qui ont une surcharge de travail. Donc, se libérer de cette charge de travail-là. Puis là, c'est drôle à dire, mais quand il se passe différentes problématiques, mais souvent, les gestionnaires, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont aller plus dans la micro-gestion. Donc, ils vont plus aller en prendre de plus en plus. Donc, être capable de responsabiliser, de mieux communiquer, de mieux collaborer, ça va justement les décharger de cette charge de travail-là parce qu'ils vont faire confiance à leurs équipes. Souvent, justement, les gens se disent « Ah, je peux pas croire qu'avant, je faisais tout ça. » Juste parce que, par exemple, j'avais la croyance qu'un gestionnaire, ça devait travailler 60 heures semaine, qu'un gestionnaire, ça devait faire ci, faire ça. Donc, on a défait une croyance en coaching parce qu'on en a pris conscience. On l'a accompagné à prendre conscience de ça. Donc, on dit qu'une faute avouée est à moitié réglée, donc c'est ça l'objectif, juste de... Puis c'est pas une faute, c'est juste une croyance que la personne est là. Puis juste de défaire ça, qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles 40 heures ou 35 heures? Qu'est-ce que tu vas faire de tes autres heures? Ah, je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas de passe-temps, j'ai rien d'autre en dehors de mon travail. Ah! Donc, si tu trouves quelque chose d'autre, peut-être ça va te motiver à moins travailler. Oui, exact. Peut-être que tu vas déléguer. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Donc, Mais ça, c'est un super point parce que c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi qui viennent dans le podcast. Et souvent, c'est ça, ils donnent beaucoup d'heures, ils comptent pas leurs heures parce qu'ils sont aussi passionnés
par leur sujet. C'est aussi pour ça qu'ils se sont lancés en affaires. Ils se disent, non, moi, c'est ce à quoi je crois, c'est ce à quoi c'est ce que j'ai envie de partager autour de moi, j'ai envie de le faire rayonner. Donc, ils comptent pas leurs heures, mais au final, ils se brûlent. Puis après, quand ils ont des employés, ça devient compliqué. Donc, je trouve ça hyper intéressant, le point que tu viens de partager. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que tu viens de dire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Ouais, très bon exemple. Là, j'ai une petite mise en situation pour toi. Oui, t'es prête? J'adore. Ok. Oui. Là, si, admettons, t'es dans une activité de réseautage avec des entrepreneurs. Et là, il y a un entrepreneur qui vient te voir et qui te dit Anne-Marie, tu sais, j'entends parler du coaching. Je vois que tu as fait du coaching avec mon ami qui est aussi entrepreneur. Mais je voudrais savoir concrètement, tu sais, qu'est-ce que je pourrais retirer des séances de coaching? Qu'est-ce que tu lui dis? Clairement, je vais lui poser une question ouverte. Ouais. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il recherche. Ouais. C'est sûr que ça va être ma première question. Je vais lui demander quel est l'inconfort qu'il vit actuellement. Donc, c'est sûr qu'il va me parler de son inconfort. Donc, c'est certain aussi, je vais lui demander, je vais lui poser des questions pour savoir s'il y a eu une remise en question par rapport à ses actions. Ça, je dirais que c'est un des critères qui sont vraiment importants parce que si il y a un coaché qui s'est jamais dit « Hey, je pense que ça peut être moi, mes ajustements qui peuvent créer les problèmes que j'ai autour de moi. » Par exemple, c'est le fait que je veux vraiment faire beaucoup d'heures, c'est vraiment important pour moi de faire beaucoup d'heures, mais je suis fatiguée. Mais ça se peut... est-ce que ça se peut que ce soit parce que je carbure justement au travail, puis là, bon, ça se peut que ça soit à cause de moi, ou c'est à cause de ma business, ou c'est à cause de mes employés, ou c'est à cause de... Donc, le premier critère, c'est sûr que je vais vérifier, voir s'il y a déjà eu une remise en question par rapport à lui-même, pour voir l'ouverture, parce que le coaching, c'est quand même un processus qui va permettre à la personne d'aller vraiment à l'intérieur de lui pour voir, OK, est-ce que j'ai quelque chose à développer? Et non à travailler, c'est important la différence. C'est juste que j'ai quelque chose à développer pour être plus en cohérence avec qui je suis, avec mes ambitions, puis avoir un meilleur équilibre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que l'état d'esprit d'ouverture et de remise en question, je trouve que c'est les éléments clés, en fait, pour pouvoir démarrer du coaching, parce que si tu rejettes tout le temps la faute sur l'extérieur, le coaching... Ouais. Il sera difficile. Ouais. Il sera difficile parce que si on pose la question à quelqu'un, et toi, quel est l'impact de ton comportement, tu penses que ça peut avoir sur ton environnement, puis la personne dit, rien. C'est sûr que, OK, puis là, je vais dire rien. Est-ce que, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose? Quoi d'autre que juste rien? Oui, c'est ça. Donc, si c'est ça, si la personne est fermée, non, je vois absolument rien. C'est ça, je vais creuser, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, je lui demande, quel est ton objectif? Comment tu penses l'atteindre? Il y a des fois des gens, c'est beaucoup mieux pour eux d'aller vers le mode consultation, le mode conseil. Ils recherchent, par exemple, des questions. Il y en a des fois qui vont m'approcher, ils m'ont posé beaucoup de questions sur les normes du travail parce que à cause de mon expérience avant, donc, tu sais, je peux leur répondre à 2-3 questions, mais s'ils recherchent un expert, je suis pas la bonne personne, puis je les réfère à d'autres experts, puis c'est parfait comme ça. Donc, le coaching, c'est plus une recherche, plus un développement de son savoir-être. Oui, clairement. Oui. Ouais, clairement. Puis c'est vrai que moi, je dis souvent, tout le monde peut être coaché, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à être coaché. Très bien dit. Effectivement. Parce qu'il faut vouloir développer justement le savoir-être et non le savoir ou le savoir-faire qui est plus des connaissances techniques. Donc, il faut vouloir développer son style de leadership, sa communication, sa collaboration, son approche, son écoute, son empathie. Ouais, vraiment. On parle beaucoup d'empathie. Je lis des revues de gestion, puis on parle beaucoup du pouvoir de l'empathie chez les gestionnaires. Puis c'est vrai qu'on en parlait aussi au téléphone la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais on faisait la comparaison entre un gestionnaire, admettons, qui travaille dans une grosse corporation et un entrepreneur. Souvent, dans les grosses corporations, les gestionnaires sont promus, ils ont une promotion parce qu'ils sont experts d'un domaine. Et ils n'ont pas forcément tous les outils pour devenir gestionnaire, parce que c'est du savoir-être. Exactement. Oui, je me rappelle, on avait discuté de ça. Ouais.
Donc, on met quelqu'un qui a un grand savoir-faire et savoir dans un poste de gestion, mais dans un poste de gestion, c'est beaucoup le savoir-être. Et donc, justement, ton style de leadership, ta communication, ton empathie, ton écoute, ton approche. Donc, c'est ça qu'il faut avoir développé, mais si l'autre personne, ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable, loin de là, là. Sauf qu'il faut savoir que pour être compétent, ça prend les 3 types de savoir. Puis, les savoirs sont différents pour chaque poste. Exact. Non, tout à fait. Puis c'est pareil pour un entrepreneur qui, lui, il veut développer son idée. Il a un logiciel, il a un produit, il a un bébé à développer, mais il n'a pas forcément le savoir-être non plus pour son équipe. Donc je trouve que finalement, entrepreneurs et gestionnaires, ils vivent les mêmes problématiques. Oui. Pour passer du faire à l'être. Oui. Passer du faire à l'être. Tu l'as très bien résumé. Oui. J'adore. Puis selon toi, à quel moment... un entrepreneur aurait le plus besoin de faire du coaching? Un entrepreneur... Ça dépendrait de ses objectifs. Des fois, parce qu'il y a du coaching d'affaires, donc des fois, il peut en avoir besoin pour développer son plan d'affaires, mais encore une fois, c'est pas pour dire, bon, ben, il faut que tu écrives ça dans un plan d'affaires, mais plutôt, mais qu'est-ce que tu veux de ta business? Tu veux qu'elle ressemble à quoi? Pourquoi tu veux... Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton moteur? Donc, l'accompagner, ça peut être comme en introduction. Ça peut être à ce moment-là. Ça peut être justement quand il y a des problématiques avec son équipe. Donc, un taux de roulement élevé. C'est à se poser des questions quand que, je fais des mandats avec des entreprises qui ont 120% de taux de roulement. Ça veut dire que dans la même année, il y a plus que tout l'ensemble de l'équipe qui mettons, si tu avais 10 employés qui sont partis. Donc, des fois, commencer une réflexion sur est-ce que ça se peut que j'ai une raison, que je sois une cause de ce départ-là? Oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre, mais donc, est-ce que ça se peut? Fait que ça peut être ça. Ou ça peut être un entrepreneur qui dit « Moi, là, ça va vraiment bien, mais je vois que mon équipe a vraiment du potentiel et je ne sais pas comment le développer. » J'ai des clients qui m'approchent pour ça. Et ça, c'est vraiment des mandats extraordinaires. Je veux développer mon équipe, je les aime, mais je sais qu'ils ont encore plus de potentiel. Donc, comment faire? Puis le leadership, c'est avoir de l'influence sur les autres. Donc, comment je peux avoir une influence pour que la personne veuille se développer? Ça, c'est vraiment... des coachings intéressants. Ouais, vraiment, des coachings bonbons. Oui, des coachings bonbons. Exactement. Et là, ce que j'entends, c'est que finalement, un entrepreneur, il pourrait décider un peu à n'importe quel moment du développement jusqu'à la phase de croissance, la phase de stagnation, d'embaucher un coach pour l'accompagner à travers toutes ces phases dans son organisation, de manière individuelle ou de manière d'équipe. Puis justement, quel impact, toi, tu vois que le coaching a sur les équipes et les groupes? Oui. Ce que je trouve intéressant par rapport au groupe, moi j'ai donné beaucoup de formations dans ma vie, une formation plus structurée, théorique pendant 3 heures avec certains exercices. Le coaching d'équipe, c'est vraiment différent. L'objectif, c'est l'équipe va se faire son propre objectif. Donc, vers quoi vous voulez aller. Puis, je me suis rendu compte que les gens ont de la difficulté même à déterminer un objectif ensemble. Ouais. Juste ça, c'est un défi. OK, on veut quoi? Parce qu'habituellement, on est plus, il y a un expert, un formateur, il va nous donner de l'information. OK, c'est intéressant, on va peut-être partager l'information auprès du groupe, mais ça s'arrête là. Donc, en coaching d'équipe, ils vont définir un objectif, ils vont définir des indicateurs. Par exemple, l'objectif, ça peut être une meilleure collaboration, une responsabilisation, plus de communication dans l'entreprise. Donc, par exemple, s'ils décident d'y aller avec une meilleure communication. On veut mieux communiquer parce qu'on se rend compte qu'on travaille en silo. Bon, parfait. Donc, comment qu'on va faire pour développer ça? Donc, ils vont dire des indicateurs. Puis là, on va travailler sur qu'est-ce qu'il y a à déconstruire. Qu'est-ce que vous avez comme action? Qu'est-ce que vous faites et qui fait en sorte que vous croyez que ça nuit à la communication. Puis souvent, c'est la première fois qu'ils vont se poser ces questions-là. Souvent, en formation, on va ajouter des informations, tandis qu'en coaching, on va déconstruire certaines croyances, expériences, donc certaines façons de faire qui vont nuire à la communication. Puis ensemble, ils vont co-construire leur projet pour améliorer la communication. Donc, c'est eux qui vont trouver des idées. C'est eux qui vont les mettre en place parce qu'ils sont responsables. Le coach est plus comme un facilitateur. On est en charge du contenant et non du contenu. Donc, par exemple, le verre d'eau, nous,
on est en charge que le verre, il soit bien là, c'est bonne grosseur, donc très structuré, on est dans... Mais le contenu, c'est eux qui le créent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ils se créent des choses, chaque entreprise, même si c'est sur le même thème, jamais je vais ressortir avec le même plan d'action, avec les mêmes pas. Ouais, exact. Finalement, ce que j'entends, c'est que le coaching d'équipe, ça permet de rallier les joueurs, ça permet de briser les silos. Briser les silos. Puis ça permet finalement de créer une dynamique d'équipe qui n'était pas forcément là aussi. Oui, effectivement, les gens, en travaillant ensemble, ils apprennent à se connaître, donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ouais, ça fait des équipes plus fortes. Oui, t'allais dire. Oui, j'adore le coaching. Je pense que ça paraît, j'adore le coaching d'équipe. C'est extraordinaire, qu'est-ce qui se produit. Ouais, c'est vraiment complémentaire. Puis après, tu peux aussi offrir du coaching individuel dans cette équipe-là, tu sais, s'il y en a un qui manifeste le besoin aussi de se faire coacher de manière individuelle. Donc, moi, je trouve que c'est gagnant, 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 gagnant pour tout le monde. On est dans le 3 gagnant, gagnant. Vraiment. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, tu dis, moi, j'adore le coaching d'équipe. Et puis tu dis que, tu sais, chaque équipe n'a pas les mêmes plans d'action et tout ça. Mais je trouve que aussi en tant que coach, on apprend énormément de nos clients. C'est incroyable. La chance qu'on a, moi, à chaque fois, on dit ça, co-responsabilité, mais quand on est en co-responsabilité, moi aussi, j'ai des responsabilités. J'ai la responsabilité que, justement, il y a une cohésion d'équipe, qui se crée quelque chose. Puis, à chaque fois, justement, on apprend, OK, vous avez décidé de fonctionner de cette façon-là. Donc, on les regarde travailler, bon, mais ça fonctionne. Ouais. Puis là, ensuite, on est capable de dire, s'ils nous posent des questions, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs pour les inspirer, par exemple, ça nous fait, à chaque fois qu'on fait des mandats, ça nous fait des exemples de plus. Donc, c'est vraiment intéressant d'amener plusieurs approches et non une façon de faire. Donc, voici, chez certains clients, il s'est passé ça, chez d'autres, il s'est passé ça, chez d'autres. Donc, eux, ils disent, nous autres, c'est ça qui nous ressemble, on va tenter ça. Puis, on est beaucoup en expérimentation. En coaching, là, on se donne le droit à l'erreur, mais encore mieux, ce serait le droit d'expérimenter, le droit d'apprendre. Donc, on apprend justement en faisant des actions. Oui, tout à fait. Et en se trompant, c'est là où tu vois où est ta limite, tu vois qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis tu réessayes jusqu'à ce que ça fonctionne. Fait que, excellent. On arrive pas mal à la fin de l'émission, mais j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'on l'a dit, toi, tu es certifiée, moi, je suis en voie d'être certifiée. Et à ton avis, pourquoi les organisations devraient choisir des coachs certifiés, donc par exemple comme ICF Québec nous certifie? Pourquoi tu penses que les entreprises, les chefs d'entreprise devraient nous embaucher? C'est vraiment intéressant. Je vais parler pour moi. Moi, je donnais du coaching avant d'être certifiée. Je croyais que je donnais du coaching avant d'être certifiée. Parce que j'avais déjà commencé, mon approche était moins en consultation, était plus justement en écoute, l'empathie. Je posais déjà des questions ouvertes. Et quand j'ai fait ma formation, donc là, j'ai commencé à comprendre, OK, il y a un processus objectif, indicateur, le bouclage, l'atterrissage, le type de questions. Donc, en suivant la formation, j'ai appris tout le processus pour justement avoir la valeur ajoutée. Moi, c'est pas une discussion. Non, c'est pas on jase. Non. C'est vraiment pas on jase. Ouais. On a un objectif, on fait un suivi. Donc, moi, ça m'a appris cette rigueur-là. Ensuite, parce que quand on veut se faire certifier, on a un mentor aussi. On lui montre des enregistrements qu'on fait pour justement, parce qu'on a un examen qui est comme... ils vont l'écouter, ils vont écouter cet examen-là qu'on va présenter à nos mentors. Donc, on a beaucoup de rétroaction. Moi, j'ai appris certaines choses que je faisais. Donc, par exemple, des fois, je posais 2 questions. Donc, ma mentor coach, elle m'a montré ça, que j'avais tendance à poser 2 questions, parce que la première, j'étais pas sûre qu'elle avait bien compris, donc tout de suite, j'en posais une autre. Donc, la personne est mêlée, là, à quelle tu veux que je réponde? Parce que là... Oui, c'est ça. Mais sans avoir eu un mentor coach qui m'aurait suivi, que j'aurais payé justement pour m'analyser, je l'aurais pas su quand est-ce qu'on a l'opportunité. Non, c'est clair. Donc, je pense que ça m'a aidé, moi, à me développer vraiment comme coach, tout le processus de ça, aussi l'examen. Donc, il faut aussi réviser, il pose des questions aussi assez particulières. Ça nous permet aussi de réfléchir. Donc, le processus de certification m'a amené à me développer comme coach. Exact. Puis, tu sais, on signe aussi un code de déontologie quand on fait partie
du groupe ICF Québec. Oui. Donc, je trouve que c'est aussi rassurant pour l'entreprise qui nous engage. Tu sais, on ne fait pas juste comme ça, tu sais, on ne prend pas l'info comme ça, puis on fait n'importe quoi avec. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'auto-proclament coach. Et c'est là où je trouve, tu sais, le danger entre prendre un coach non certifié puis prendre un coach certifié. Tu sais, tu confies quand même des choses assez incroyables. On parlait de croyances, de valeurs, d'émotions, etc. Et ça peut devenir problématique. Fait que finalement, je trouve que le fait de passer par un processus aussi rigoureux, puis que ICF s'assure de la qualité de la formation, que tu aies fait un certain nombre d'heures de coaching mentoral, que tu t'es fait toi-même coacher en tant que coach, parce que toi-même tu t'es remise en question, parce que toi-même tu t'es auto-écouté en disant ouais, c'est vrai que là je pose deux questions d'affilée, c'est peut-être pas bon. Moi aussi j'ai mes choses à peaufiner, mais c'est un travail en continu. Et puis même une fois qu'on est certifié, ça s'arrête pas là. Il faut faire de la formation continue, puis prouver qu'on a différents types de formations qu'on suit. Et donc, c'est un gage de qualité, moi, je trouve, d'aller chercher un coach certifié. C'est un gage de sécurité aussi pour les gens qui confient un peu leurs états d'âme dans un coaching, donc, versus d'autres autoproclamés. Effectivement, puis on sent aussi, moi je me sens supportée par ICF Québec parce que moi, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que je sais que c'est une profession, être coach professionnel certifié, c'est vraiment une profession. Donc, le fait, avec ICF Québec, ça m'a fait rencontrer plusieurs autres coachs. Puis je me suis dit, c'est un métier. Ouais. C'est pas juste, on jase, une discussion. Ouais. Donc, je me sens, moi, supportée et pas vérifiée, mais plutôt ICF Québec donne la formation. Donc, oui, on a un code de déontologie, mais un grand support, il offre aussi beaucoup de formation. Ouais. Donc, moi, je pense que, donc, étant supportée, si j'ai des questions aussi, je peux aller les poser, tandis que si je suis pas certifiée, mon réseau peut être limité. Ouais. Par exemple, si moi, à chaque fois que je vis quelque chose de difficile avec un coaché, j'ai 3 mentors, donc je pense que je suis bien entourée, dépendamment des types de questions. Donc, je vais appeler mes mentors, je vais dire, qu'est-ce que je devrais faire avec cette situation-là? Mm-hmm. Et elle me pose des questions en mode coaching pour me permettre, moi aussi, de réfléchir. Elle me dit pas, fais telle chose. Oui, tout à fait. Non, c'est puissant. La communauté. Tu l'as bien dit, finalement, d'être certifié ou d'être au moins membre ICF Québec, ça te donne accès à une communauté, à des ressources aussi que tu n'as pas forcément quand tu es tout seul et que tu erres dans l'univers. Donc, c'est vrai que cet aspect de tu n'es pas seul. Oui. Oui. Tout à fait. Les réseaux de contact, comme tu as dit aussi. Là. Donc, choisissez des coachs certifiés. Il y a une valeur, ajoutée. Ouais, non, tout à fait. Un aspect plus sécuritaire, encadré aussi pour les gens qui se font coacher. Effectivement. Ouais. Tu l'as bien résumé. Merci. J'ai envie de te demander, on arrive dans la période de conclusion. Est-ce que tu as une inspiration, un coach qui t'inspire, une lecture que tu as faite, qui t'a inspiré et que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui? Un coach qui m'inspire, c'est sûr, j'en ai plusieurs, comme je disais, moi, Sophie Gélina, Dominique Barbin, c'est au niveau de Mosaïque, de Agenda, dans le fond, là, qui donne le programme international Mosaïque. Moi, il y a le livre de leadership du vivant d'Harmonie, Daniel d'Harmonie, qui est vraiment intéressant. Moi, c'est sûr, je suis très inspirée par les entreprises qu'on appelle les entreprises libérées, donc les livres de Frédéric Laloux sur Reinventing Organization, donc comment réinventer son organisation justement avec des pratiques de gestion puis collaborative. C'est un mélange de tout ça, je te dirais. Donc, oui. Je mettrai toutes les références en barre d'infos de l'émission, comme ça, si vous voulez aller explorer, ça sera disponible. Quel conseil tu pourrais donner, admettons, à quelqu'un qui chercherait un coach, comment il pourrait procéder? Clairement, il peut te téléphoner toi ou moi directement, mais de toute façon, nous, comme coach certifié, on se dit toujours, on demande justement aux gens de regarder dans leur démarche, d'aller en voir plusieurs. Puis une des bonnes façons de faire, c'est d'aller sur le site de ICF Québec, puis de faire une demande. L'avantage, c'est qu'il va y avoir plusieurs coachs certifiés qui vont comme postuler sur l'offre. Donc, c'est assez simple à remplir. Donc, ils vont recevoir comme plusieurs offres, puis après ça, ils vont pouvoir faire leur choix entre, des fois, il peut y avoir 3 coachs qui se sont présentés, d'autres, des fois, ça peut être jusqu'à 30 coachs. Donc, ils vont avoir à faire leur tri, à rentrer en communication avec ces gens-là. Puis après ça, ils vont pouvoir démarrer leur coaching parce que c'est comme
tout à l'heure, on le disait, c'est très intimiste en coaching, donc on va avoir à se dévoiler. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un fit au niveau de la personnalité, pas juste au niveau des connaissances techniques, mais surtout au niveau de la personnalité. Donc, il faut se sentir à l'aise. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il va y avoir du coaching en personne, d'autres fois, c'est du coaching en ligne maintenant avec, avec C'est la vrai. pandémie, puis tout ça, on est rendu habitué avec du coaching en ligne, mais l'important, c'est le lien qui se crée avec le coaching. Ouais, tout à fait. Donc, trouver un coach, je mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez explorer cette voie-là, puis trouver le coach qui vous correspond. Et puis, la question signature du podcast Allô Anaïs, qu'on a un petit peu tweaké avec ICF Québec pour l'adapter à l'épisode du jour. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans un cycle de coaching? Quel conseil! Avec un coach certifié, évidemment. Effectivement, j'avais compris. De voir ça comme un investissement. T'sais, on est prêt à investir dans l'achat d'équipement. Donc, avant de faire un achat d'équipement, le coach certifié peut justement t'aider à te poser les bonnes questions, qui peut faire en sorte que, justement, tu n'investiras pas 10 000 $ dans quelque chose parce que tu t'es posé des questions. Finalement, tu vas acheter quelque chose à 1 000 $. Donc, finalement, ton coaching, des fois, il y en a qui vont dire c'est une dépense, mais de le voir comme un investissement. Donc, finalement, ça te coûte 2, 3, 4, 5 000 $ de coaching, mais ça peut te faire sauver des milliers de dollars parce que tu vas prendre des décisions qui vont être réfléchies et conscientes. Ouais, excellent, j'aime ça. L'idée de le voir comme un investissement. Oui. Puis tu l'as dit tantôt aussi dans ton exemple de, tu sais, le taux de roulement, là, une entreprise qui a un taux de roulement à 120%, là, à quel point ça coûte cher, ça? Effectivement. Donc, des fois, d'avoir embauché la mauvaise personne parce qu'on ne s'est pas assez posé de questions avant l'avoir embauché, de garder une personne pendant une année, malgré qu'on n'est pas certain, mais on la forme quand même et on n'est pas sûr. Puis finalement, en coaching, ça lui aurait permis justement de dire, bon, après 3 mois, ça fonctionne pas, j'arrête ça, mais finalement, on l'a gardé pendant 1 an. Les coûts de cette personne-là, on dit que ça peut être 2 fois le coût du salaire de la personne parce qu'elle a fait des erreurs de production, parce qu'elle a détruit le climat de travail. Donc, juste parfois 1 heure de coaching t'aurait aidé comme gestionnaire à dire, ça fonctionne pas, ou de dire, j'ai pas la bonne approche, j'ai pas le bon style de leadership avec cette personne-là, je vais y aller je vais laisser plus d'autonomie, ou même je vais y aller plus en directif, puis on va voir comment que ça... Donc, ça va aligner la personne, ça va aligner ta décision, puis tu peux sauver des coûts. Donc, le voir vraiment comme un investissement, comme tu as dit. Excellent, j'aime ça. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, Anaïs, c'était un plaisir. Merci de l'invitation. Vraiment. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche.